de conférence. Je vous donne simplement quelques mots, quelques chiffres clés et mots-clés sur ce salon Equipoto Lyon. Pour la première fois, nous sommes dans cette ville magnifique. 605 exposants. C'est donc bien plus que ce à quoi nous nous attendions au départ. Exposants et marques différentes. Nous sommes ici dans le Hall 6 à Eurexpo, avec 6 villages différents. Ce sont des thématiques phares de cette édition d'Equipoto. Un village dédié à la carrosserie peinture, qui est juste à gauche en sortant, mais aussi un village pneumatique, avec une exposition sur les 130 ans du pneu, qui a été inventé en 1888. Allez voir, c'est très intéressant. On a un village du réemploi pour la deuxième fois, et c'est une tendance majeure, vous le savez tous, et qui ne peut aller qu'en s'embellissant. Le réemploi et le remanufacturing. Nous avons bien sûr aussi Univers VO, donc sur les véhicules d'occasion et l'écosystème qui est autour. Le VO fait vendre de la prévente, donc c'est important et c'est une synergie avec ce salon de la prévente et des mobilités. Et puis nous avons un village des startups également, ainsi qu'un village du lavage, de l'univers du lavage. Un programme de conférences également qui est très dense. On a déjà eu une première journée hier qui était un beau succès. On espère qu'aujourd'hui les sujets vont vous passionner, à l'image de ce premier sujet qu'on traitait jusqu'à présent rarement, et c'est maintenant chose réparée, les déchets d'atelier, la seconde, la troisième et l'ultime vie des déchets d'atelier, en se centrant sur quelques filières majeures, les batteries électriques, les huiles et les catalytiques. Je vais très vite laisser la parole à Michel Roux d'Autorecyclage, mais nous allons également traiter en suivant des 2 et 3 roues à moteur. Il y aura un grand forum sur l'univers de la moto et du scooter. Pourquoi? Parce que nous avons des convergences avec la filière automobile. Ce grand bouleversement des mobilités va occasionner des changements et on vous en parlera juste après. Puis suivront des conférences sur la carrosserie et les véhicules électriques, la manière dont on les traite en carrosserie aujourd'hui, la téléréparation et ce qu'on appelle le remote diagnostic, donc le diagnostic électronique des véhicules à partir des données qui sortent du véhicule. Nous aurons également une conférence sur les données de maintenance cet après-midi. Et demain matin, nous parlerons d'intervention sur les batteries des véhicules électriques et de formation des professionnels, puisque évidemment pour vous professionnels et pour vos salariés et même les étudiants bien sûr qui rentrent dans la filière, tout est en train de changer assez rapidement. Voilà, donc on essaie de coller au terrain. Et puis bien sûr, Equipoto, c'était hier, mais sachez que les trophées internationaux, je dis c'était hier, l'événement de la remise des trophées internationaux de l'innovation a eu lieu hier. C'est une tradition sur Equipoto. 4 entreprises ont été récompensées. Ce sont les sociétés Mahle, Michelin, BASF et EV Shop. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur les stands, à vous documenter sur ces innovations qui nous font penser à demain. Michel Roux, Autorecyclage, c'est parti. Je peux? Je te laisserai 2 minutes de plus. Merci, c'est bien gentil. Ça va, vous m'entendez? Bon. Bonjour, donc moi je m'occupe du magazine Autorecyclage. En partant, je vous en aurai sur la table si vous souhaitez en prendre. Magazine qui concerne tous les produits de fin de vie des véhicules principalement, et des déchets d'atelier. Alors le déchet d'atelier, par définition, c'est un sujet quand même très très large, presque illimité. Il y a autant de filières quasiment que de déchets. Il serait à peu près impossible aujourd'hui de faire le tour en 45 minutes. Donc on s'est délibérément recentré sur 3 produits qui sont emblématiques. Les huiles, l'éco-organisme tout récent, dont l'élimination a commencé officiellement à l'époque de Madame Bouchardot, il y a bientôt 40 et quelques années, et qui ensuite a eu plusieurs méthodes et calculs de valorisation. Les catalytiques, qui sont quand même un produit extrêmement spécifique, et ça, on a un spécialiste qui va nous en parler, entre fluctuations et difficultés de collecte. Et puis, nous aurons certainement vers une deuxième partie qui va être assez riche et dense sur les batteries électriques, qui sont quand même le produit, on va dire, d'aujourd'hui et de demain, avec beaucoup d'incertitudes et beaucoup de structuration en cours. Voilà. Alors, pour commencer, on va demander à une grande spécialiste du déchet d'atelier, Madame Repusseau de la FNA, qui va nous parler grosso modo du rôle des organisations syndicales en termes de moteur. Voilà.
La FNA et l'ensemble des organisations professionnelles accompagnent les professionnels de l'automobile. Alors il faut savoir que notre branche professionnelle est composée pour 96% d'entreprises de moins de 11 salariés. Donc notre rôle, c'est d'informer, de former les chefs d'entreprise et leurs équipes à la thématique des déchets, en dispensant des bonnes pratiques, en diffusant des guides. On fait beaucoup d'audits aussi sur place au niveau des entreprises. On regarde s'ils sont en conformité, si les équipements sont adaptés, les points d'amélioration. Donc il y a énormément de déplacements au quotidien. Donc la problématique des déchets, c'est une problématique ancienne. Les professionnels de l'automobile se sont très vite organisés pour traiter les déchets et au fur et à mesure, ils ont accompagné la mise en place notamment des filières REP. Au niveau des déchets, il y a 3 sortes de déchets. Des déchets dangereux, où il y a des situations de stockage particulières, comme les huiles, les lubrifiants. Les déchets non dangereux, comme les pare-chocs, les boucliers, et les déchets inertes, comme tout ce qui est papier. Chaque déchet a sa propre organisation, et le chef d'entreprise est fortement accompagné quand il y a une filière REP, puisqu'effectivement, il y a une collecte gratuite du déchet, il y a une structuration grâce aux éco-organismes ou au système individuel des producteurs. Donc cet accompagnement est précieux et déterminant. Et nous, on est là aussi pour les accompagner dans la lecture de leur contrat, voir si tout se passe bien. Et quand il y a une difficulté, on voit avec l'organisme en question pour trouver une solution. C'est vraiment le rôle du quotidien des fédérations, d'être au plus près des artisans dans cette thématique de gestion des déchets, quels qu'ils soient. D'accord. Et vous avez donc un rôle moteur sur le déchet. J'imagine aussi pas mal de conseils et de propositions. Est-ce que vous sentez au niveau de vos adhérents une mobilisation supplémentaire en ce moment? Les professionnels de l'automobile ont toujours été mobilisés sur les déchets. Ouais. La problématique, c'est plutôt, en tout cas nous, ce qui nous est remonté du terrain, quand il y a une filière REP, il n'y a pas trop de difficultés, hors des délais de passage un peu difficiles ou parfois on a des refus parce que les conditions de stockage ne sont pas dans les normes, donc on les accompagne. Par contre, pour tous les déchets non dangereux comme les chiffons souillés, les filtres, il y a des petits déchets comme ça qui s'accumulent et en fonction de l'organisation de l'entreprise, ça peut être difficile. Une autre inquiétude du terrain, c'est l'augmentation du coût du traitement des déchets en globalité au niveau de l'entreprise. On nous a remonté des hausses de tarifs et parfois c'est compliqué pour des TPE de faire face à cette hausse. Lorsqu'il y a un litige, notamment quand il y a l'assurance intervient et prend en charge, c'est pas à la hauteur des coûts réels et on ne peut pas forcément refacturer aux consommateurs. Donc c'est une inquiétude d'équilibre des coûts qui sont remontés des TPE. Voilà. Et vous avez une double casquette aussi à la FNA, puisque vous touchez aussi pas mal tout ce qui est VHU. Oui. Pièces d'occasion, on n'est pas dans le déchet, mais tout ce monde-là travaille un peu dans le même monde. Effectivement, la fédération a toujours poussé la mise en place de filières REP parce que ça correspond en fait à une solution collective de la filière. C'est important que tous les acteurs soient associés et que le professionnel, donc il y a une collecte effectivement gratuite. Et concernant les VHU, on est à un tournant fondamental. Il y a au niveau national et au niveau du règlement européen, de l'Europe. L'Europe notamment qui a sorti plusieurs projets de texte, notamment sur les batteries et sur les VHU, avec des notions d'éco-conception des véhicules et une responsabilisation des fabricants et des producteurs qui va s'intensifier. L'objectif est de recycler un maximum de matière pour pouvoir les réintégrer au niveau de la création des produits neufs. Donc il y a aussi une traçabilité plus importante qui va être demandée au centre VHU. Et nous, on accompagne, notre rôle aussi en amont, c'est d'influencer dans la rédaction des textes pour que les TPE ne soient pas trop pénalisés ou bien accompagnés. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, vous l'avez très bien fait. Maintenant, on parlait de REP, on va s'adresser à M. Zafiro, petit nouveau dans l'univers, même si vous venez déjà, je crois, d'une entreprise un peu spécialisée sur le secteur. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique rapide de la filière et puis d'un premier bilan au bout de 12 mois de ce tout nouveau éco-organisme? Oui, avec plaisir. Alors, il faut déjà rappeler ce qu'est une filière REP. REP, ça veut dire responsabilité élargie du producteur. Il faut savoir que lorsque l'on est professionnel de l'après-vente, depuis une quarantaine d'années, on collecte les huiles usagées dans les garages, mais ça, c'était avant, organisé par l'ADEME. Par contre, jusqu'en janvier 2022, cette collecte était payante pour le professionnel de l'après-vente, qu'il soit garage, concession ou qu'il ait un atelier dans un autre réseau. À partir du 1er janvier 2022, la loi AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire, a mis en place une obligation pour les producteurs, les metteurs en marché de lubrifiants, de prendre la responsabilité élargie de leurs produits, de la collecte, mais aussi au traitement, et enfin
derrière à l'éco-conception de ses propres produits. Et donc Cyclevia est l'éco-organisme, une société de droit privé mise en place par les producteurs, pour pouvoir pratiquer la collecte gratuite, le traitement, mais aussi la réflexion sur le devenir des huiles avec le futur. Alors Cyclevia est agréé par l'État comme l'ensemble des éco-organismes. Nous sommes agréés depuis le mars 2022. Nous couvrons la France entière avec de nombreux prestataires, dont un est ici aujourd'hui, pour pouvoir collecter ces huiles. Donc on ne le voit pas au premier abord, mais derrière ces huiles suivent un chemin tracé pour pouvoir être retraitées. Entre notre agrément et la fin de l'année 2022, c'est 209 000 tonnes d'huile qui ont été collectées, avec un peu plus de 78% envoyés à la régénération. Alors justement, la régénération, la grande valeur ajoutée, le produit, la technologie de demain, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec une filière REP, nous avons un devoir, l'État nous l'impose, d'orienter les produits vers la régénération, à l'instar de la valorisation énergétique. Mais envoyer des produits à la régénération, c'est pour qu'ils soient utilisés. Aujourd'hui, la régénération est bien en place. Il y a 2 sociétés en France qui pratiquent la régénération. Mais par contre, il faut que cette régénération soit optimale pour être utilisée sur des moteurs ou des boîtes de vitesse ou des systèmes hydrauliques de dernière génération. Et ça, ce n'est pas encore le cas en France. C'est la raison pour laquelle l'éco-organisme va faire un appel à projet à partir de janvier 2024 pour pouvoir implanter en France une unité de régénération de grade, ce que l'on appelle grade 2 et 3, mais disons d'huile de base, qui pourront répondre aux dernières spécifications des constructeurs. Reste encore à faire avaler le concept par le public. Alors, je vous avais posé une question il n'y a pas longtemps. Quelle serait votre vision du monde idéal en matière de produits régénérés? Alors, on parle de l'huile, et effectivement, c'est notre cœur de métier, et c'est ce vers quoi on se dirige immédiatement. Par contre, nous voyons bien que nous vendons notre huile en vrac, mais aussi beaucoup avec des bidons. Et ces bidons, aujourd'hui, coûtent très cher aux professionnels de l'après-vente. C'est plus de 1 000 € la tonne pour la plupart d'entre eux. Et derrière, sont souvent transformés en produits pour la valorisation énergétique. Notre volonté, c'est de récupérer l'ensemble des emballages lubrifiants, de la burette jusqu'au cubiténaire, pour pouvoir en recycler une partie, les réinjecter dans nos bidons, pour avoir une filière encore plus vertueuse. En gros, si je me souviens bien d'une expression, que les utilisateurs soient un jour fiers d'acheter de l'huile régénérée. C'est ça. Nous sommes conscients que nous avons un marché qui est en décroissance. Nous sommes conscients que nous sommes une industrie qui est considérée comme sale, comme polluante. Par contre, on est attaché à assurer notre responsabilité et à faire que nos produits soient les moins impactants possibles pour l'environnement. Bon, on va retourner un peu sur le terrain avec Aurélien Dumarche, qui travaille pour la société Chimirec. Alors, pour le collecteur, quels sont les impacts et conséquences? Alors déjà, le système de collecte est très bien mis en place aujourd'hui, puisqu'il y a une couverture nationale qui est très forte, que ce soit sur la collecte des huiles usagées, mais aussi sur la collecte des déchets, puisque dans un garage, on va retrouver à peu près une trentaine, on peut retrouver jusqu'à une trentaine de déchets, que ce soit des déchets dangereux ou non dangereux, et avec des solutions qui sont adaptées à chacun des garages. Donc la filière, elle est déjà bien mise en place, et on est en mouvement permanent aussi pour pouvoir s'adapter aux nouveaux déchets qui arrivent sur le marché. On va en parler juste après avec la partie des batteries des véhicules électriques, mais ça ce sera sur la fin. Mais aussi avec, on parle de véhicules électriques, donc on parle de batteries, mais on parle aussi du coup de déchets d'équipements électriques et électroniques, sur lesquels il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, finalement, les collecteurs n'en collectaient quasiment pas, et sur lequel aujourd'hui on vient à collecter ces déchets-là, et sur lequel on vient mettre en place aussi des tris de nouveaux déchets, puisque l'objectif n'est pas d'arriver dans un garage et de dire il y a 30 déchets à collecter, on est capable de collecter les 30 et on va mettre les 30 en place. L'objectif, c'est d'y aller aussi par étapes, pour s'assurer que le garage, et vous le soulignez tout à l'heure, puisse... Le propriétaire de la DS7 immatriculée FH... On va attendre l'annonce. Je répète, une DS7
immatriculé FH417SF est prié de déplacer son véhicule immédiatement. Merci. Bon, elle devait Personne en DS, non? C'est bon, Elle devait beaucoup gêner, celle-là. Alors on peut continuer. Et donc effectivement, d'arriver progressivement sur le tri de nouvelles matières et de pouvoir aussi augmenter le nombre de déchets, puisque aujourd'hui vous avez des déchets qui existent, mais des filières qui s'organisent. On parle du D3E, on parle de la partie des batteries véhicules électriques. On commence à mettre en place dans les garages aussi le tri des disques de frein spécifiquement des autres métaux pour aussi mieux réorienter les différents déchets. Ouais, valoriser et optimiser financièrement au maximum. Financièrement, effectivement, pour le garage, puisque je reviens dessus, vous en parliez tout à l'heure, avec effectivement une évolution des coûts de traitement de déchets liés à l'augmentation des coûts des filières. Et on réfléchit aussi avec les constructeurs, avec les organisations professionnelles également, pour regarder de quoi est constitué un véhicule et pouvoir, en tant que collecteur majeur aujourd'hui dans l'automobile, pouvoir connaître les matières qui constituent un véhicule. Et du coup mettre en place des projets de recyclage qui viennent du coup générer de la matière première recyclée pour pouvoir être réinjectée dans des unités de production, principalement du coup en première monte. Oui, et puis avec des investissements importants sur certains produits, comme par exemple des outils de stockage pour les batteries électriques qui sont, je crois, assez nouveaux. Il paraît que j'ai entendu dire qu'il y avait une inauguration dans pas très longtemps du tout nouveau Chimirec, je crois. Tout à fait. Qui est équipé, je crois. On inaugure effectivement notre nouveau site qui est sur une ancienne friche industrielle à Aulnay-sous-Bois, donc sur un terrain de 6 hectares, sur lequel du coup on a mis en place un bunker lithium intégré pour pouvoir assurer, éviter en tout cas les départs d'incendie et de propagation d'incendie. Puisque dans le monde de la collecte et dans le monde des sociétés de regroupement de déchets, il y a un chiffre qui est paru il y a quelques temps sur lequel il y a eu 150% d'évolution d'incendie et majoritairement dû justement au départ d'incendie aux batteries lithium, donc pas que du monde automobile, des batteries aussi de mobilité, de petite mobilité, et donc on se prémunit vraiment de cette partie risque qui est forte. Elle est forte chez nous, mais du coup, ça veut dire qu'elle est forte aussi chez le réparateur. Donc, Aulnay sera, je crois, le plus gros centre européen de collecte de déchets, je crois, c'est ça, hein? Au moins français. C'est annoncé. Après, la partie Europe... Bon. D'accord. Bon, on reviendra un petit peu sur les batteries électriques après. Là, on devait faire un petit crochet avec les pots catalytiques. Monsieur Delage de chez Enzel va nous en parler. Alors, il a beaucoup de choses à dire parce que c'est un sujet qui est très complexe. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre groupe, Enzel, créé il y a 25 ans, 250 personnes, travaillant sur 5 continents, une dizaine de filiales, et vous travaillez l'équivalent de 4 000 millions 4 000 tonnes. 4 millions de 4 000 tonnes, l'équivalent de 4 millions de catalyseurs par an à peu près. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous cerner rapidement votre activité, puis après on passera plus sur la partie... Merci pour la présentation déjà. Voilà. Alors on a la chance ou l'inconvénient de travailler dans un milieu un petit peu particulier, puisque le catalyseur est un produit un petit peu spécial dont la plupart des possesseurs ne connaissent pas la valeur exacte. Seules les sociétés qui effectivement travaillent dans le métier ont une idée de sa valeur réelle. Et c'est ce qui génère effectivement un certain nombre de fantasmes dans la profession, parce qu'on peut, n'ayant pas connaissance du produit, je prends toujours l'exemple du cuivre où tout le monde connaît le cours parfaitement, n'importe qui peut se présenter, effectivement, faire une proposition et donner une valeur qu'il souhaite sur un produit. S'il vous plaît, le propriétaire de la DS immatriculée FH417SF est prié de déplacer son véhicule immédiatement, sous peine de mise en fourrière. Je répète, le propriétaire de la DS7 immatriculée FH417SF est prié de déplacer son véhicule immédiatement, sous peine de mise en fourrière.
Donc la première particularité, c'est ce que je disais, donc c'est la valeur un petit peu inconnue du produit. La deuxième, c'est qu'on a le plaisir, contrairement à la plupart de mes collègues ici, c'est de donner de l'argent. Donc on fait un métier sympa. Et toute la difficulté, effectivement, c'est de créer une relation de confiance avec nos partenaires pour être certain qu'ils soient sûrs d'être payés au juste prix. On peut tout imaginer et on voit de tout sur le marché. C'est tout ce qui fait la complexité de notre métier. Vous avez encore un certain nombre d'irrégularités que l'on fréquente, que l'on trouve sur le marché. On trouve encore régulièrement des règlements en espèces. Il y a des exportations illégales. On se retrouve effectivement à devoir lutter contre une filière. On le connaît tous, hein, chacun a ses petits problèmes. Mais dans notre métier, c'est particulièrement vrai, avec une concurrence qui est parfois un petit peu limite. Là, on est revenu sur des cours à peu près normaux, mais on a connu des moments un peu délirants. Alors, on a connu une période de Covid assez folle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est passé quasiment du simple au triple sur la valeur de la marchandise. Ça a eu des contraintes pour nous, mais c'est donc, encore une fois, quelque chose d'extrêmement spécifique. C'est un apport non négligeable pour les centres VHU. C'est peut-être la pièce la plus coûteuse, je ne sais pas, je parle devant témoins. C'est un élément extrêmement important. Donc la lutte est féroce. Donc les cours pré-Covid, on va dire qu'on était sur une moyenne de 60 € par pièce. On est passé à plus de 150, 170 et on est revenu à des choses un petit peu plus raisonnables, entre guillemets, même si ce n'est pas dans l'intérêt des possesseurs de biens. On est retombé sur une moyenne de 90 €. Donc c'est pour donner un petit peu une évolution de la fluctuation. C'est assez fou. Et encore une fois, toute la difficulté, c'est de créer le lien de confiance et de démontrer que vous allez pouvoir acheter le produit à sa juste valeur. Oui, avec un rhodium qui lui-même a été multiplié par 20 ou 30. Enfin, Alors, on est passé de 20 000 à 750 000 € le kilo, c'est assez dingue. Alors, il ne représente qu'une part mineure du contenu dans un pot catalytique. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais le métier que l'on fait, c'est recycleur de métaux précieux. On cherche tous. Ce qui fait la valeur d'un pot catalytique, ce sont les métaux précieux qui contiennent. Il y en a 3, le platine, le palladium et le rhodium. Et quand on a connu une explosion des cours, effectivement, on s'est retrouvé avec des valeurs très très importantes. Comme dans toutes les activités, ça a fait entrer beaucoup de gens dans le domaine. La filière illégale a augmenté de façon sensible, puisqu'il y avait un intérêt financier très important. On retrouve régulièrement des véhicules sur le côté ou des parcs complets de véhicules qui se font voler leur matériel. Donc ça, c'est épouvantable. Les exportations illégales, voilà ce contre quoi on essaye tous de lutter. Je vois un confrère dans la salle, il va pouvoir confirmer. Encore une fois, le plus gros job que l'on réalise aujourd'hui, c'est d'essayer de créer de la sérénité, de la transparence et de lutter contre, je l'ai déjà dit, contre cette filière illégale. Notre groupe travaille actuellement ou a déjà entamé une grande démarche d'éthique où notre entreprise s'est associée avec un certain nombre de grands noms du recyclage de métaux précieux pour signer une charte dans laquelle nous nous engageons les uns les autres à ne réaliser aucune transaction illégale, à ne pas financer, ne pas faire de recel de matériel. Ça, c'est une des grandes problématiques du métier, d'éviter le recel, et toute une série d'engagements qui sont pris par l'entreprise, encore une fois, pour rassurer le marché. Nous essayons ainsi d'accompagner le mouvement qui est entamé par les grands centres VHU. On a des très beaux exemples ici autour de nous sur le salon, d'entreprises qui se sont structurées de façon professionnelle. Nous essayons d'accompagner ce mouvement en apportant également des solutions adaptées à ce nouveau besoin. Alors, je crois que Track Déchets est un plus. Encore qu'il il n'est pas toujours bien relayé sur le terrain, notamment au niveau frontalier, je crois. Je n'ai pas entendu, pardon. Je dis le problème de la traçabilité n'est pas toujours bien relayé sur le terrain au niveau de la traçabilité, enfin au niveau frontalier par exemple. Oui. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Le pot catalytique est considéré depuis quelques années maintenant comme un déchet dangereux, avec toutes les contraintes que ça suppose. Et donc doit faire l'objet de transferts licites avec notification et ce genre de choses, bien entendu.
ce qui n'est évidemment pas respecté par toute la profession. Bien sûr. Et alors, qui dit pot catalytique dit moteur thermique. Est-ce que vous commencez à vous préparer au passage vers d'autres produits à recycler? Bien entendu, la moyenne d'âge des véhicules qui arrivent dans les centres VHU est à peu près d'une vingtaine d'années. Donc si on arrête la fabrication des véhicules en 2035, ça nous laisse encore un petit peu de temps devant nous. Mais l'entreprise a déjà, et la profession a déjà commencé à anticiper la chose. Notre société s'est orientée, elle, plus précisément vers des produits qui sont similaires, qui vont respecter le même process de traitement, de préparation, etc. et de recyclage de métaux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'intéresse également aux calculateurs qui sont présents dans les véhicules parce qu'ils contiennent d'autres métaux précieux. On va s'intéresser par extension aux produits électroniques que l'on va retrouver dans tous les D3E. Et nous avons déjà travaillé et anticipé le recyclage avec des fabricants, aujourd'hui des concessionnaires, on voit des marques automobiles qui anticipent déjà demain la fabrication de moteurs à hydrogène. Et nous sommes déjà prêts pour récupérer les métaux précieux qu'ils contiennent, à savoir le platine et l'iridium. Mais pas sur l'électrique. Non, pas l'électrique. Les batteries électriques, c'est un business model différent. Comme je vous l'ai expliqué aujourd'hui, nous, on propose de l'argent. Demain, traiter les batteries électriques, ce serait faire l'inverse. Donc, ça ne correspond pas à notre business model. Ben, ça tombe bien parce que d'autres s'en occupent. Comme par exemple Johan Renault, qui est un petit démolisseur qui démarre depuis quelques années. 24 hectares, 200 employés. Combien de voitures par an? 23 000. 23 000. Bon. Alors, comment est-ce que vous gérez, alors, bien sûr, la démolition, la récupération de pièces, bon, ça c'est le métier historique. Avec ce nouveau produit, comment vous gérez, vous, les premières arrivées de véhicules électriques? Oui, GPA, c'est environ 23 000, 24 000 véhicules par an, environ 20 000 voitures, DVL. On démonte environ un gros 2 tiers de ces véhicules, c'est-à-dire un peu plus de 13 000 véhicules par an. Et environ 1% de ces véhicules actuellement sont des véhicules électriques. Ça fait donc entre un peu plus de 150 véhicules par an qui sont électriques et démontés dans nos ateliers. Et donc 150 batteries au lithium et 150 cas différents avec des technologies en réalité qui sont différentes, des chimies qui sont différentes, des chocs qui sont différents. Le véhicule peut être accidenté, il peut être immergé, il peut être brûlé. Et forcément, la batterie peut être endommagée. Parfois, ça se voit et parfois, ça ne se voit pas. Donc, pour nous, c'est une vraie problématique. La première problématique, c'était de réussir à former l'ensemble de nos collaborateurs sur l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire nos chauffeurs, nos manutentionnaires caristes et nos démonteurs, avec le risque électrique et le risque d'incendie. Et une fois qu'on a démonté la batterie, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Jusqu'à présent, 40% de notre chiffre d'affaires, c'est la vente de moteurs et boîtes à vitesse. Et donc, avec les véhicules électriques, il va nous manquer 40% de chiffre d'affaires. La question c'est comment on le valorise, mais même avant ça, c'est comment je stocke la batterie du véhicule électrique une fois que je l'ai démonté. Est-ce que je stocke une batterie ou est-ce que je stocke des modules? Est-ce que je dois sortir les modules? Est-ce que je dois sortir les cellules du module de la batterie? Et un autre gros sujet, c'est comment je stocke les véhicules eux-mêmes. Nos installations sont effectivement sur 24 hectares. J'imagine que ça ne sera pas suffisant à l'avenir, puisque actuellement, les véhicules sont stockés sur des îlots d'environ 120 voitures que l'on stocke côte à côte. C'est environ 12 voitures, ou 10 voitures sur la largeur et 12 sur la longueur. Et pour les véhicules électriques, on les stocke 4 par 4, séparés de 10 mètres entre elles. Voilà. Donc, dans un contexte de ZAN, vous savez, où on doit utiliser moins de surface imperméabilisée, je pense qu'en réalité, on va devoir multiplier les surfaces par une bonne dizaine. C'est une remise en cause de l'entreprise, presque. Je pense. Et alors, les exutoires, parce que vous rentrez des batteries, c'est très bien, mais où partent-elles? Est-ce qu'il y a des filières régulières? Alors, ce que je disais, on a parlé du risque électrique, risque d'incendie, les sujets de formation, les équipements de protection individuelle. Là où il nous reste beaucoup de travail à faire, c'est sur les outils de diagnostic et de décharge. En fait, la problématique qu'on a,
pour être certain de pouvoir revendre et bien valoriser ces éléments-là, en occasion notamment, à des fins de réemploi, soit dans une voiture, soit un autre type de mobilité ou de stockage d'énergie. On aimerait pouvoir mettre la batterie ou son module en décharge profonde, et on aimerait également pouvoir contrôler l'état de santé de la batterie elle-même. On en est là pour l'instant. Et on recherche plus de compétences, plus de matériel pour faire ça. Parce que derrière, la question c'est est-ce que oui ou non on va pouvoir vendre des batteries de réemploi pour l'installer dans de nouvelles voitures, ou vendre ces batteries pour faire du stockage stationnaire à la sortie d'une éolienne ou d'une installation photovoltaïque par exemple. Est-ce que la batterie que je vais vendre, elle va être réutilisée dans la même voiture que celle sur laquelle j'ai démonté, ou pour faire du rétrofit par exemple? En fait, j'ai l'impression que tout reste à déterminer. alors, effectivement, là, je vois Madame Schmittlin de chez Renault, future S-Neutral, qui trépigne d'impatience. Alors, effectivement, bon, c'est une unité qu'on connaît encore assez peu, hein, la nouvelle usine de Flins. Comment ça se passe chez vous? Écoutez, pour vous présenter un petit peu ce qu'est cette entité d'économie circulaire du groupe Renault, qui est effectivement toute récente, qui a été créée il y a 1 an. Donc le contexte, en fait, c'est le recentrage de Renault sur les différentes pièces des chaînes de valeur du nouveau monde automobile, qui amène à la recomposition du groupe, avec la création de nouvelles entités dont vous avez probablement entendu parler dans la presse, Ampère sur le véhicule électrique et connecté, Horse sur le véhicule thermique et hybride, Mobilize sur la mobilité. Et il y a un petit nouveau qui est une petite pousse qui va aller croissante, qui s'appelle The Future is Neutral et qui est dédiée au développement des solutions d'économie circulaire, mais à l'échelle industrielle. C'est à cette entité que j'appartiens. Ça veut dire The Future is Neutral en termes de matière, principalement, parce que le point de départ, c'est la prise de conscience que l'industrie automobile prend une part très significative des ressources naturelles aujourd'hui déjà. C'est déjà l'exemple, par exemple, sur le platine, le cuivre, le lithium, même s'il n'y a pas tant de batteries électriques aujourd'hui, le poids de l'industrie automobile sur les matières premières est très important parmi l'ensemble des consommateurs. Et évidemment, c'est un problème parce que déjà aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de tensions sur la disponibilité de ces matières premières, compte tenu que les ressources, elles ne sont pas inépuisables. Et on voit déjà aujourd'hui que, par exemple, pour extraire du cuivre des mines, en fait, il y a 3 fois moins de concentration du cuivre aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Donc, en fait, il faut remuer 3 fois plus de terre pour l'extraire. Il y a tous les problèmes environnementaux qui vont de pair, l'épuisement en eau, etc. Les problèmes géopolitiques et les problèmes de maîtrise de chaîne d'approvisionnement, puisqu'on sait que l'Europe en particulier est vraiment pas bien placée en termes de disponibilité à la fois de ressources et de capacité de raffinage. Donc c'est vraiment un enjeu stratégique, d'autant plus aujourd'hui où on est en train de convertir complètement l'industrie d'un modèle thermique à un modèle électrique, où il y aura une explosion des besoins. Notamment en métaux de batterie, donc nickel, cobalt, lithium. Entre, disons, 2021 et 2030, on sait qu'on va avoir entre 5 à 7 fois plus besoin de cobalt, lithium, nickel. Et donc en 2035, encore plus. Donc c'est un enjeu de développer des solutions d'économie circulaire pour ces raisons-là, et aussi pour la décarbonation, évidemment, puisqu'il faut qu'on arrive à s'abstraire des sources fossiles. Donc il faut qu'on réussisse finalement à faire en sorte que le gisement des véhicules en fin de vie soit une source d'alimentation de l'industrie automobile pour les véhicules neufs, ce qui est très loin d'être le cas. Et c'est un peu le paradigme qui est notre point de départ, qui est que les véhicules aujourd'hui sont recyclables à 85%, et pour autant, les véhicules neufs n'incorporent qu'à peu près 30% de matière recyclée. Et donc, en fait, il y a un gap là où finalement on se dit, mais notre meilleure source,
c'est quand même les véhicules en fin de vie. Il faut absolument qu'on arrive à faire du recyclage de la voiture dans la voiture. Alors. Et ça, c'est plusieurs chaînes de valeur. C'est pas que le recyclage des matières, évidemment, c'est aussi la réutilisation des pièces, le remanufacturing des pièces et le fait de rallonger la vie des composants pour leur donner une seconde vie avant de les recycler. Alors pour vous, c'est un travail de longue haleine puisque vous l'avez préparé il y a très longtemps, peut-être même il y a fort longtemps quand vous avez créé Indra, qui est une société d'ingénierie et de concept de véhicules hors d'usage. Ensuite, il y a eu Boncomenor, qui est un métallurgiste, un broyeur métallurgiste. Gaïa, votre filière historique, qui maintenant est en train de se repositionner là-dessus. Alors, quand on entend Johan Renaud, qui animait des meilleurs sentiments, a quand même beaucoup de difficultés à aller au concret, que ce soit financièrement ou techniquement. Vous, comment ça se passe chez vous? Bien, notre vision, c'est partant du fait que Renault a été relativement pionnier dans le monde de l'économie circulaire, puisque comme vous le disiez, par exemple le remanufacturing des pièces, on l'a démarré il y a 70 ans dans l'usine de Choisy, qui a été récemment déménagée à Flins, et où on donc fait du remanufacturing de moteurs, de boîtes de vitesse, de turbocompresseurs, d'injecteurs, de pompes à injection, de colonnes de direction, et où progressivement on va se déployer aussi sur le remanufacturing de pièces électriques, donc électronique de puissance, moteur électrique. Il y a 20 ans, on a créé Indra, qui est une co-entreprise entre Renault et Suez, et qui est spécialisée donc, dans la gestion, la valorisation et le démantèlement des véhicules en fin de vie. Gaïa, qui est une entreprise 100% Renault, qui est spécialisée dans la réparation des batteries de traction et dans les boucles circulaires de matières, en particulier le polypropylène, les pots catalytiques et le cuivre. Et notre ambition, finalement, c'est, partant de ces pépites qui ont été créées par des gens visionnaires il y a de nombreuses années, c'est de les faire croître en activité pour les amener à l'échelle industrielle et d'adjoindre un pilier manquant qui est indispensable maintenant, qui est le recyclage des batteries de traction en boucle fermée pour extraire les métaux nickel, cobalt, lithium au grade batterie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pour sécuriser les approvisionnements du futur pour nos batteries futures. Donc c'est un projet finalement de passage à l'échelle sur la base d'assets qui fonctionnent déjà aujourd'hui et d'autres assets comme les recyclages des batteries en boucle fermée que nous avons l'intention de créer avec des partenaires technologiques, parce que c'est vrai qu'on dépasse le monde classique de l'automobile en termes de compétences, en termes de... Puisque là, quand on parle de recyclage des batteries, on parle de gestion de déchets dangereux, vous en avez parlé, on parle de raffinage de métaux, donc c'est des industries qui sont adjacentes à l'automobile, mais notre intention, c'est bien d'aller vers ce nouveau champ de valeur, parce que nous pensons que c'est un champ de valeur, que c'est indispensable pour respecter nos engagements environnementaux, et également la réglementation nous y pousse, et elle nous y aide d'ailleurs, en particulier avec la directive batterie, et puis avec la directive sur la gestion des véhicules en fin de vie européenne. Et alors, le point important que je voulais mentionner, c'est que cette nouvelle entreprise, The Future is Neutral, on veut la faire croître. Et comme on sait que ça nécessite des capitaux, on l'a ouvert à investisseurs. Donc il y a une ouverture de capital qui est en cours pour amener des capitaux pour croître. Et elle adresse pas simplement les besoins du groupe Renault, mais l'objectif, c'est de faire la première entreprise d'économie circulaire ouverte au monde automobile. Donc en fait, elle est ouverte à d'autres constructeurs pour proposer ses services, aux gigafactories qui ont des rebuts de production pour les recycler. Donc notre vision, c'est vraiment une entreprise d'économie circulaire pour le monde automobile. Bon, il ne reste plus que 5 minutes. Bon, j'ai mon ordonnateur là, qui vient de me faire un petit signe. Alors, on parlait, vous êtes surtout sur la rénovation, si je peux dire, et la réutilisation, mais il y a aussi la partie matière. Et on a un spécialiste justement sur ce sujet, Frédéric Salin, qui travaille pour la SNAM, entreprise basée dans l'Ariège, non, en Aveyron et en Isère. En Aveyron, pardon, c'est pas l'Ariège, c'est l'Aveyron, et qui
qui s'est recentré d'ailleurs récemment sur la valorisation matière, après une petite incursion dans le réemploi, quoi, enfin dans la remise en état. Alors il y a plusieurs choses. Bonjour à toutes et à tous. Donc Snam est une société de recyclage de batteries, que ce soit des batteries au nickel-cadmium, nickel-métal-hydrure, des petites piles alcalines, salines, et des batteries au lithium, lithium-ion, lithium rechargeable. Et nous sommes créés en 1977, situés donc en Aveyron et dans l'Isère, à Saint-Quentin-Fallavier, pas très très loin d'ici. Et effectivement, dans le cadre de notre processus de recyclage, puisqu'on démonte des batteries, et notamment des batteries de voitures électriques et hybrides, on a acquis une expertise, un savoir-faire sur un démontage avec beaucoup de précautions, et avons développé des outils de diagnostic pour pouvoir identifier si des modules qui sont à l'intérieur des batteries peuvent être réutilisés pour des applications moins énergivores, notamment pour des applications stationnaires, pour prolonger la vie. C'est quand même dommage de mettre à la poubelle quelque chose qui a encore une énergie résiduelle et qui pourrait servir à autre chose. Donc on a fait un pari. Dès 2014, dès 2015, on a commencé à travailler ce sujet, donc c'était un peu la préhistoire pour les batteries. Et on s'est lancé dans ce grand chantier et on a créé une société qui s'appelle Phoenix Battery. On a élaboré beaucoup de plans, beaucoup de faits de recherche et développement en partenariat avec le CEA notamment. Je vous raconte une belle histoire, mais cette histoire a une fin un petit peu compliquée puisqu'on a décidé de mettre fin à cette aventure au début de cette année. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand vous industrialisez quelque chose, vous devez pouvoir maîtriser vos entrées. Et la problématique, c'est que le flux entrant avec des batteries de voitures électriques ou hybrides, il faut un engagement de la part des constructeurs automobiles. Or, les constructeurs automobiles ne veulent pas s'engager. Ils ne veulent pas et quelque part, ils ne peuvent pas savoir quand une batterie va arriver chez nous pour être recyclée ou avoir une deuxième vie. Ils n'en savent rien parce que quand même, les batteries sont de bonne facture. Deuxième chose, quand on a commencé en 2015, le nombre de batteries, enfin la diversité de batteries était relativement réduite. Aujourd'hui, vous prenez l'ensemble des constructeurs automobiles, les modèles, chaque modèle a une batterie qui est clairement différente et même dans un modèle, vous allez avoir la version 1, la version 2, la version 3. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand vous refabriquez de nouvelles batteries, vous devez avoir de nouvelles certifications, des normes CE par exemple, l'UN 38.3, etc. Ça coûte beaucoup d'argent. Et effectivement, il faut avoir un retour d'investissement. On n'a pas de vision sur le futur. Ce qui est arrivé aussi, c'est que c'est bien ces produits de deuxième vie, mais ça a un coût. L'objectif, c'était de faire du Made in France. C'était très important, l'économie circulaire, le RSE, etc. La problématique, c'est que vous avez des produits d'importation chinoise. Voilà, faites le tour, vous en voyez plein ici. Et qui ont fait rentrer sur le marché européen des batteries de technologie LFP, donc avec très peu de métaux nobles. On parlait de nickel, de cobalt, de cuivre tout à l'heure. Là, il n'y en a pas. C'est simple, il n'y en a pas. Donc, effectivement, comme disait Philippe Delage tout à l'heure, son business model, c'est d'acheter des trucs, de donner de l'argent. Nous, on ne donne pas d'argent. Donc, il faut arrêter cette histoire de fantasme, de penser qu'on va gagner de l'argent avec le recyclage des batteries. Enfin, on va se faire racheter des lots de batteries. C'est pas vrai. Donc les choses doivent être très très claires. Ça coûte très cher une batterie, le design, les éléments. Mais par contre pour le recyclage, nous on revient à la matière première secondaire. Quand il n'y en a pas, ben, il n'y en a pas. Voilà, c'est une réalité. Donc face à tous ces défis, notre conseil d'administration a décidé de mettre fin à cette société Phoenix Battery, mais d'un autre côté d'investir plus de 22 millions d'euros pour le recyclage ultime des batteries. Parce que la deuxième vie, c'est bien, mais c'est qu'une deuxième vie. Il va y avoir une mort, on va tous mourir. On aura tous la même fin. C'est la réalité. Ben, les batteries, c'est exactement pareil. Donc, il y aura une fin et il faut augmenter ses capacités de traitement parce que entre 2010 et 2010 à 2022, c'est pas si grave ce que je dis. Entre 2010 et 2022, vous avez 5,8 millions de véhicules équipés d'une batterie lithium-ion qui ont été mis sur le marché. En France, c'est 1 150 000 véhicules qui ont été mis sur le marché. Vous avez 70% des ventes qui ont été faites sur les 3 seules dernières années. Donc ce n'est pas ces batteries qu'on va avoir aujourd'hui en recyclage.
Ce que l'on a aujourd'hui en recyclage, c'est toutes les batteries qui proviennent des centres techniques, tout ce qui va provenir effectivement des centres VHU, les rappels constructeurs. Il y a des rappels constructeurs, c'est une réalité aussi. Et des gigafactories, on va en avoir quelques-unes en France. Ça va générer des centaines de milliers de tonnes par an de déchets qu'il va falloir gérer. Et ça, c'est pas dans 10 ans. Ça arrive demain, après-demain, enfin même peut-être hier. Voilà. Bon, ça, le tour est fait. Et alors, dernière question, qui est quand même liée à une préoccupation de tous les garages, tous les centres VHU ont. Comment vous faites pour gérer tous les risques liés au sinistre? On fait attention, à vrai dire. Alors, on fait attention. Comment on fait attention? Déjà, on a un personnel qui est qualifié, il est formé, il est sensibilisé, il est équipé. On a des équipements aussi sur site qui permettent d'avoir une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de nos stocks. Il est hors de question de faire rentrer une batterie déclarée comme étant critique ou endommagée et de la stocker dans nos installations et attendre 48 heures, une semaine, un mois, une année pour la recycler. Non, c'est hors de question. Celle-là, elle a, comme à Euro Disney, il y a un fast track, c'est-à-dire qu'on va couper le film de la production, on fait venir la batterie et on la traite en priorité. Donc il est très important d'avoir une coordination très importante avec le point d'enlèvement pour pouvoir recevoir la batterie au jour J, à l'heure, pour pouvoir arrêter la production, pour pouvoir s'occuper de cette batterie-là et surtout de pouvoir restituer les emballages, parce que les emballages pour les batteries lithium-ion de voitures électriques endommagées, ça coûte fort cher. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut compter entre 20 et 40 000 euros pour un emballage, qui est certes réutilisable, bien sûr. Pour vous donner un ordre d'idée, vous voulez transporter une batterie de Porsche Taycan qui pèse 700 kg. Quand elle est endommagée, au total, vous devez pouvoir transporter une caisse qui pèse 4 tonnes. 4 tonnes. Et rien ne spécifie exactement qui, pour l'instant, est prêt à payer tous les frais afférents. Alors, c'est une excellente question. C'est pas nous. Je vais dire, voilà, une bonne réponse de Normand. C'est pas nous, effectivement. Alors, il y a quand même une prise en compte de la part, on parle aujourd'hui des constructeurs automobiles, hein, mais les metteurs sur le marché, on en parlait tout à l'heure, ont quand même bien pris conscience de cette problématique-là. Je veux dire qu'on a quand même une bonne collaboration avec les constructeurs automobiles, justement pour trouver ces solutions. Mais il y a encore des trous dans la raquette. Il y a la livraison de ces emballages qui prend en charge, il y a l'emballage lui-même, il y a la collecte, il y a les coûts de démantèlement, enfin d'extraction de la batterie du véhicule. Parfois, le véhicule avec la batterie doit retourner vers le concessionnaire le plus proche, habilité à pouvoir intervenir sur la voiture. Mais c'est généralement pas le petit agent qui se situe à 5 ou 10 km du centre VHU. Ça va être celui qui se situe à 100 km. Comment c'est géré? Et ça, c'est des problématiques. Et on le fait, j'espère, avec beaucoup d'intelligence, entre le constructeur automobile, le centre VHU, nos transporteurs aussi, parce qu'on en parlait tout à l'heure, et nous-mêmes. On voit donc que ça sera un peu le mot de la fin, qu'en conclusion, il y a quand même encore beaucoup de choses, de questions sans réponse, tant sur le plan technique que sur le plan opérationnel et que sur le plan financier. On est vraiment dans une phase qui nous ouvrira certainement sur une table ronde dans l'avenir. Voilà. Bon, je vous remercie. Est-ce que vous avez un petit quelque chose à rajouter ? Je voulais juste mentionner, au cas où ça vous intéresse, que dans le cadre de travaux que nous faisons avec la FISITA, qui est l'Association internationale des ingénieurs de l'automobile, qui englobe en particulier la SIA, Société des ingénieurs de l'automobile française, nous avons rédigé ce qu'on appelle un white paper, c'est-à-dire un papier qui décrit l'état de l'art sur la sécurité du véhicule électrique, depuis la conception jusqu'à la gestion de la fin de vie. Ce papier est disponible si vous cherchez dans la librairie de la FISITA sur Internet. Il a été tout récemment émis. Et nous avons rédigé en commun avec Indra en particulier, qui a une expertise importante de la gestion des véhicules électriques en fin de vie, les véhicules accidentés, les préconisations de logistique. Un chapitre entier de ce white paper qui peut être utile pour décrire simplement quel est l'état de l'art sur la gestion des véhicules en fin de vie, en particulier électriques, y compris la logistique. C'est à votre connaissance. Je connais un magazine qui sera heureux de le relayer. Voilà. Bon, nous vous remercions tous.
Merci beaucoup. Nous sommes obligés de rendre l'antenne. Pour cette conférence de très très bonne facture, on va en reparler les prochaines éditions d'Équipe Auto évidemment. Merci à vous tous. Je libère le plateau puisque dans 5 minutes maintenant, nous traiterons d'un autre sujet qui n'a jamais été vraiment traité sur Équipe Auto. C'est le marché de la moto et du scooter des 2-3 roues à moteur. Convergence avec l'automobile, point d'interrogation. A tout de suite pour ce grand forum.